Ces personnes sont comme vous et moi. Qu'ils aient 13, 18, 20, 52 ou 70 ans, leur avis et leur expérience sont différentes et sont bonnes à prendre pour repenser la manière dont nous voyons les différentes générations face au dérèglement climatique. Dans ce reportage, j'ai eu l'occasion d'interviewer 5 représentants de 5 générations différentes et avec l'aide de Frédéric Desbastes. Je m'appelle Frédéric Desbastes, je suis président de l'école de bio-ingénierie de Bruxelles. « 61% des jeunes souhaitent être plus informés sur la problématique du dérèglement climatique et 92% des Belges considèrent que l'écologie doit être enseignée à l'école, selon une étude de Good Planet. On en parle de temps en temps à la maison. Certains diront qu'elle en prend beaucoup, moi je trouve qu'elle en prend pas assez, parce que ça concerne tout le monde. Non, l'écologie, on va pas dire qu'ils sont contre-fous, mais un peu quand même, hein. Quand tu regardes que ce soit les médias ou la politique, le côté écologique, on va dire, va vraiment être mis à la fin. Elle n'a pas une place assez importante. Non, c'est vrai qu'on en parle un peu plus. On en parle beaucoup, en bien ou en mal. Je ne crois pas que c'est la Belgique qui fait le dérèglement climatique. Quand on voit l'Amérique et la Chine. C'est vraiment la Belgique qui fait le dérèglement climatique. La Belgique a un rôle important par rapport à sa population. L'intervenante mentionnait les États-Unis et la Chine, mais même si on enlève les émissions des États-Unis et de la Chine, ça ne suffit pas. Les autres pays doivent également faire un effort, et la Belgique, par habitant, est un gros émetteur. Et une bonne partie des émissions de la Chine sont liées à ce que la Chine produit pour les autres. Et parmi les gros importateurs de technologies et de matériaux, d'habits chinois, il y a la Belgique. Donc oui, la Belgique, par habitant, a un impact qui est tout à fait significatif et les efforts des Belges sont indispensables. La place occupée dans les médias, pour moi, il y a besoin qu'il y ait plus, mais ce n'est pas nécessairement en quantité le plus important, mais bien au traitement qu'on lui donne. Donc on a tendance à laisser, comme une des intervenantes le dit, l'écologie à part en fait. Or, c'est bien là qu'est le problème, c'est qu'elle devrait être dans tout sans que ce soit juste un sujet à la fin. La place dans les médias impacte-t-il réellement les actions des gens? Alors oui, ça, il y a plusieurs études qui l'ont montré, parce qu'en fait, que ce soit présent dans les médias fait que on va y penser activement, passivement, mais ça va être présent et donc ça va aider à réfléchir, à prioriser, à continuer certaines choses qu'on fait. Quand on n'entend plus parler de quelque chose pendant longtemps, même si on sait que ça existe, on va plus avoir tendance à l'oublier, à moins le prioriser. On remarque qu'assez souvent, les sujets qui ont décidé de traiter d'écologie le font assez bien. Pareil pour les réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux, on suit qui on veut, on s'informe auprès de qui on veut, et alors il y a vraiment de tout. Et alors donc la grosse difficulté des réseaux sociaux, il y a des ressources hyper intéressantes sur les réseaux, mais il y a aussi du pur greenwashing. Et si on a des bonnes sources, ça peut être une excellente source d'infos. 62% des Belges sont convaincus que leur comportement individuel peut changer la donne face à l'urgence climatique. Pour l'instant, je ne pense pas, mais plus tard, quand j'en connaîtrai un peu plus, peut-être que je pourrais être important. Un acteur à moi-même, non, mais si chacun individuellement fait quelque chose, c'est clair que ça fait plus bouger les choses. Je pense oui. Je pense pas être la personne la plus importante vu que mon impact est pas le plus énorme. Tout le monde est important de façon générale et surtout quand tu donnes aux gens ton avis, que tu donnes tes expériences, ça permet de faire un genre d'effet domino. L'éducation de nos enfants pour leur apprendre les erreurs du passé et qu'ils ne les reproduisent pas et leur apprendre les gestes pour tout ce qui est tri des déchets, etc. C'est l'adulte qui apprend à l'enfant et c'est la future génération. Un acteur, non, on suit comme tout le monde. Une phrase qui, moi, me semble particulièrement importante dans ce qui a été dit, c'est « tout le monde est important ». Qu'est-ce que l'importance de l'éducation dans le dérèglement climatique? C'est extrêmement important. Comme j'ai dit, tout le monde est important. Donc il faut vraiment jouer sur... tout le monde a une responsabilité, mais plus on est jeune et plus on va avoir un impact longtemps et on va devoir en tenir compte. Les personnes qui disent « moi, je ne suis pas important dans l'ensemble », mais si tout le monde dit ça ne fonctionne pas. Et donc il faut clairement s'appuyer sur les générations à venir et ça, pour ça, l'éducation, c'est vraiment une des bases. Mais ça ne doit pas dédouaner ceux qui sont actifs pour le moment de se dire non, ce sera pour la génération future. Qu'est-ce que vous pensez de la phrase « je suis comme tout le monde » ? On en revient exactement à cette notion de tout le monde est important. Ça ne devrait pas être une raison de ne pas s'impliquer quelque part, même si tout le monde garde son libre arbitre évidemment, mais on n'y arrivera que si tout le monde, ou
vraiment beaucoup de gens font des efforts. D'ailleurs, ici, on se centre sur les gens, mais les gens individuellement, même s'ils font tout ce qu'ils peuvent, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'à un moment, et le système industriel et le système politique évoluent. Ce sont deux systèmes qui évolueront d'autant plus facilement que les gens font des efforts, vont dans la bonne direction. Ça ne doit pas toujours passer par un effort. 29% des personnes considèrent manquer de connaissances face à ce qu'elles peuvent faire. J'en connais pas mal pour mon âge, oui, mais par rapport à tout ce qui se passe et par rapport à un adulte, non. Je pense pas être une experte, par contre je m'informe beaucoup pour pouvoir mieux agir. Donc j'ai pas une connaissance zéro, mais je connais pas tout sur le bout des doigts non plus. Alors moi je dirais que c'est 50-50 parce que par exemple, tu peux voir derrière, hein, on a les 3 poubelles pour bien recycler. Maintenant après tu découvres que recycler du plastique au fond c'est pas si génial. Merci au réseau aussi hein, où on découvre que il faudrait mieux que tu fasses ceci plutôt que ça. On en apprend un peu tous les jours grâce aux médias, ça c'est déjà bien. Puis on doit se rendre compte, un peu s'éduquer soi-même, se remettre en question par rapport au respect de la nature et en même temps ne pas utiliser tout et n'importe quoi, regarder avant d'utiliser quoi. Et prendre un peu, pas aller faire quelques mètres à pied à la place de prendre la voiture, tous des petits détails mais qui ont quand même leur importance. Je sais pas, franchement, je passe. Comment les gens devraient-ils développer leurs connaissances? De manière multiple, il ne faut certainement pas se focaliser sur une seule chose. La base, c'est probablement l'échange de bonnes pratiques. Évidemment, on va s'informer, on peut s'informer, on a évoqué les réseaux sociaux, les médias, on va en reparler. On peut tirer énormément d'informations, mais on va souvent avoir énormément d'informations qui est générique. Or, ce qui marche bien, c'est voir ce que les autres autour de nous font, parce qu'ils sont dans des contextes de vie qui sont proches de nous, et il y a des choses qui sont vite adaptables. Une bonne voie, c'est justement de le faire avec les gens qu'on connaît, avec nos proches, parce que c'est probablement plus facile à transférer. Et puis parfois, il y a des choses qui nécessitent des efforts. Et si on les fait ensemble, on se sent moins seul. Parce que parfois, prendre certaines mesures et avoir l'impression d'être les seuls à le faire, c'est difficile à tenir dans le long terme. D'après une étude de la Banque européenne d'investissement, 71% des Belges pensent que le changement climatique a une incidence sur leur vie quotidienne. On m'a un peu expliqué qu'est-ce qui se passait, mais comme ça, si on m'avait rien expliqué, je ne vois pas forcément de changement. Non. Pour l'instant, non. C'est clair que les saisons sont plus comme avant, mais c'est pas encore trop grave comparé à certaines parties du monde. Et j'espère que ça s'aggravera pas. Enfin, je pense que ce serait plutôt hypocrite de dire que oui, je m'en sens vraiment touchée. Je pense pas être la plus touchée, mais je pense qu'on est en train de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas si épargné que ça au final. Que l'air ambiant commence à être de plus en plus pollué. Dans l'eau, notre eau du robinet, les PFAS sont de plus en plus présents hein, dans le corps, en fait, ils sont là. Les saisons ne sont plus les mêmes, donc les fruits, les légumes, etc. ont du mal à être cultivés. Et le coût de la vie est plus cher également. Touché spécialement, non, je ne crois pas. Important, je pense qu'il y a la question climatique et la question environnementale de manière plus générale. Il y a une intervenante qui parle de la question des PFAS. En fait, ce sont des questions qui sont décorrélées, mais qui sont importantes aussi. Et en termes d'évolution de la pollution, il y a une question de perception là-dessus. Et c'est assez difficile de donner une réponse univoque. Pour ce qui est du changement climatique, nous en sommes à un stade où nous sommes affectés, mais où nous n'en rendons pas encore fort compte. Pourquoi? Parce que les changements sont encore relativement lents par rapport à notre perception, qui est en fait liée à ce que nous considérons comme normal. Et au fur et à mesure que les choses changent, nous nous adaptons et nous ne nous rendons pas nécessairement compte de certains changements. On se rend compte des changements climatiques à l'heure actuelle, essentiellement parce qu'effectivement, on commence à voir que les arbres fleurissent de plus en plus tôt. Les saisons, ces dernières années, on commence à voir significativement qu'elles sont perturbées. Il faut déjà y réfléchir. C'est pas instantanément qu'on va se faire la réflexion « Ah tiens, c'est anormal » ou à l'inverse. Parfois, on est surinvesti dans ce genre de thématique, on attribue un peu tout au changement climatique. Ah, il fait 20 degrés aujourd'hui, hein, on a eu un très beau mois de mars là maintenant. Est-ce le changement climatique? Probablement partiellement un peu. Maintenant, ça pouvait arriver, même il y a 30 ans, d'avoir une très belle journée en mars. Quelle est la part des choses? Si on regarde sur les temps longs et qu'on regarde vraiment toute une série d'indicateurs, oui, en fait, nous sommes déjà affectés et il y a probablement des conséquences qu'on ne verra que plus tard.
Selon une étude de Wells Belgium, 65% des Belges pensent que le coût des produits durables est trop élevé, tandis que 4 personnes sur 10 estiment acheter régulièrement des produits bio. Ça prend un peu de place, mais ça m'empêche pas de vivre. Par exemple, quand on mange avec mes parents et mon frère, on essaye de prendre des produits, on va à la ferme, on va au marché, on essaye de prendre des produits sains, mais ça ne nous empêche pas de vivre. Moi, ça m'impacte beaucoup, donc je fais souvent attention. Donc pour ma part, elle est souvent là parce que je réfléchis à chaque petit geste que je pourrais faire pour améliorer les choses. Alors pour moi, de plus en plus. Avant, non. Maintenant, je me rends compte que oui, quand même. Je me rends compte que, tu sais, il y a la skincare, la haircare, où j'ai certains produits où je suis là en mode « Ouais, mais en fait, ils sont bien, mais je peux pas les recharger. » Ou alors c'est du plastique. Tu sais, tout plein de petits trucs comme ça où, faudrait peut-être que je mange quand même moins de viande. Moi, j'ai une voiture pour aller en cours. La prendre tous les jours, ça a un impact énorme et où ça vient vraiment petit à petit, mais où je me rends compte que oui, je commence à de plus en plus être là en mode « Ah, mais en fait, on peut remplacer ceci par cela. Pour ma vaisselle, en fait, je peux faire comme ça. » Et donc, oui. À notre niveau, on fait ce qu'on peut, on pourrait faire mieux, mais c'est vrai qu'on s'en rend compte parfois trop tard. Et avec tous les produits qui existent, c'est vrai que parfois je me dis les savons, etc., écologiques, on est toujours avec nos gels douche, etc., donc, et pas mal d'emballages plastiques, donc on devrait quand même encore faire mieux. Oui, et puis l'isolation des maisons, voilà, si on veut prendre un peu écologique, c'est beaucoup plus cher, donc c'est vrai qu'on n'est pas aidé non plus, mais on y pense quand même, on regarde qu'on doit isoler une maison, on regarde quand même qu'est-ce qu'on va mettre, quelque chose de plus écologique qu'avant. Ça ne me prend pas tellement de place, je sais qu'il faut faire des restrictions, déjà trier ses déchets, c'est déjà une bonne résolution. Le plus important, c'est ce que disait le plus jeune, qui est clairement que ça ne doit pas nous empêcher de vivre. Oui, ça peut prendre de la place, mais ça ne doit pas nous empêcher de vivre. Et en fait, quelque part, c'est un peu ça. Ça doit prendre de la place transitoirement, parce qu'en fait, nous devons, quelque part, à un moment, retourner vers un mode de vie qui est compatible avec notre écosystème. Et ça nécessite de faire des changements, et ces changements, au moment où on les fait, ça implique des changements d'y être conscient, mais à un moment, ça peut devenir automatique. On n'a plus besoin d'y penser en permanence. On peut aussi trouver des choses qu'on ne vit pas comme des restrictions. C'est aussi marquant le fait que la dernière personne qui parle de restriction nécessairement, il y a moyen de vivre très heureux sans nécessairement avoir l'impression de se restreindre tout le temps. Mais ça nécessite effectivement de changer et ça, transitoirement, ça demande des efforts. Quelles sont les choses, comme vous l'avez dit, qui n'empêchent pas de vivre et qui ont un impact simple sur l'environnement? La première chose, c'est qu'on insiste beaucoup sur les petits gestes. Chaque geste compte, c'est vrai, mais il y a quand même des gestes qui comptent plus que d'autres. Et donc il faut toujours essayer de se dire, commençons par faire des choses qui pour moi ont peu d'impact, qui ne m'empêchent pas de vivre. S'il y a quelque chose qui pour vous est très compliqué, il ne faut pas commencer par là. Il faut commencer par les choses simples, parce que ça c'est vite gagné justement si c'est simple, si ça vous change pas grand chose. Si pour vous changer de savon, ça n'a pas beaucoup d'impact, c'est déjà ça. Et ensuite, quand par contre on doit se mettre à faire des efforts, il faut essayer de réfléchir à faire des efforts là où ça a le plus d'impact. Et les endroits où ça a le plus d'impact, ils sont connus, c'est les transports, c'est l'alimentation et c'est l'énergie dans le bâtiment. On ne sait pas du tout agir sur les trois de la même manière. Changer son alimentation, c'est à la fois le plus simple et pas le plus simple, puisque on a des habitudes, on a des choses qu'on aime. Manger moins de viande, ça reste la priorité numéro 1, ça reste le moyen simple de réduire son impact sans devoir faire des milliards de choses, mais changer de régime alimentaire, c'est pas quelque chose qui est évident. Mais typiquement, c'est une des choses qui devrait être des priorités. Chacun à sa façon. On ne doit pas nécessairement tous devenir végétariens. La part de la viande doit quand même être réduite. Même chose pour les transports, surtout quand on vit en zone rurale, on ne va pas du jour au lendemain se passer de la voiture, mais se réfléchir à quel usage on fait, quel usage de l'avion. Et alors dans le bâtiment, c'est aussi évoqué par une des personnes, c'est pas facile de changer. Isoler les bâtiments, ça fait clairement partie des choses qui sont une bonne solution. Tout isoler rapidement, ça revient vite très cher, c'est vite très compliqué. Et on peut réfléchir simplement, parfois juste voir dans quelle mesure on a une vraie perte de confort en baissant un peu la température. On n'a pas nécessairement besoin de 22 degrés à l'intérieur, 22 c'est extrême,
évidemment, on peut vivre à des températures plus basses en étant tout à fait confortable. De nouveau, il ne faut pas que ça nous empêche de vivre, mais il y a peut-être des petites choses qu'on peut déjà faire à ce niveau. Il est clair que par exemple, les jeunes adolescents et adolescentes qui ne sont pas du tout maîtres de tout ce qu'ils font, très très loin de là, qui sont encore très forts, ne posent que certains choix, mais il apparaît clairement qu'en termes d'ultra fast fashion, ils ont un impact tout à fait significatif par rapport au reste de la population. Et donc là, il y a peut-être un effort spécifique. Que pensez-vous de la relation entre coût et écologie? On va souvent avoir tendance à les opposer parce qu'on a une logique qui est basée en fait sur la priorité au coût. C'est une des bases de nos sociétés et à court terme, ça va être difficile de faire autrement. Quand ça coûte tellement cher qu'on n'a pas le choix et on va acheter quelque chose qui est moins cher pour pouvoir se nourrir et ainsi de suite, on est vraiment bloqué. Mais en fait, à l'échelle de la société, c'est quelque chose qu'on doit faire évoluer. C'est un projet qui n'est pas juste un projet individuel, il y a une dimension politique forte là-dedans. En quoi est-ce que ça a un sens que quelque chose qui est produit dans des conditions qui respectent la nature soit plus cher? Pourquoi est-ce que le bio est plus cher? Il est plus respectueux de la nature, plus respectueux de notre santé, et pourtant il coûte plus cher. C'est parce qu'on regarde juste les coûts de production et qu'on regarde tout dans une optique vraiment centrée sur les coûts. Et donc on doit arriver à sortir de cette opposition permanente pour arriver à avancer. 82% des Belges pensent que le changement climatique et ses conséquences est le plus gros défi du XXIe siècle. Et selon une étude de l'UCL, un Belge sur 10 souffre d'éco-anxiété. Les femmes de moins de 40 ans sont les plus touchées. Selon Good Planet, 48% des jeunes souffrent d'éco-anxiété. Ça, non, ça va. De temps en temps, ça m'arrive de me poser des questions. Quelquefois, oui, quand je pense au pire. J'espère qu'on fera tout, que les générations futures, dont la nôtre, on arrivera à trouver des solutions pour retourner à la normale le plus vite possible et ne pas aller au pire. Moi, c'est vrai qu'il y a des fois où ça s'alterne, où il y a des fois où je vois que, oui, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'amusent limite à faire pire, tu vois, à pas réfléchir et à faire vraiment ça pour bien venir taper dans tout le travail que les autres font. Donc de l'anxiété, oui. Maintenant, j'ai l'impression que les gens se réveillent quand même de plus en plus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est assez? Je sais pas, c'est par phase, on va dire. Vraiment des phases de joie, de se rendre compte que les gens se bougent, font que... Et puis des phases où je suis là en mode, mais, mais en fait, en effet... On ne sait pas ce qui va se passer pour nos enfants dans l'avenir. Mais bon, l'avenir nous l'apprendra. Je pense qu'il y a un élément vraiment important, c'est qu'on n'a pas toute notre empreinte en main. Il y a une partie significative de notre empreinte qui est en fait indirecte, qui est liée à toute l'infrastructure, tout ce qui est mutualisé et qui fait que on doit faire des efforts, on peut faire des efforts, et de nouveau ça ne doit pas rester des efforts, c'est trouver d'autres manières de vivre qui sont moins impactantes, qui nous permettront d'être heureux. Il y a une partie qu'on ne contrôle pas directement, tout ce qui touche aux services publics entre autres, c'est mutualisé et le Belge peut faire beaucoup d'efforts. Derrière, si on ne fait pas des efforts au niveau collectif à ce niveau-là, au travers des entreprises et des services publics, on n'arrivera pas à quelque chose qui est suffisant. Est-ce qu'un mode de vie écologique est un sacrifice pour le confort actuel? C'est trop souvent comme ça qu'on le présente. Et ça ne doit pas l'être. Maintenant, ça nécessite de questionner la notion de confort. La notion de confort en soi, c'est quelque chose d'assez flou. Intervenant dans un cours qui dit souvent que le confort, c'est ce qu'on utilise pour parler des autres. On fait, oui, mais les gens, ils ne vont pas changer ça parce qu'ils ne vont pas aimer ça. On ne parle pas de soi, on parle du confort des autres. Ah, mais non, il ne va pas prendre son vélo parce que c'est moins confortable. Mais il ne va pas baisser la température de sa maison parce que c'est pas confortable. En fait, il faut questionner la notion de confort et la notion de besoin. Et si on questionne ça, à ce moment-là, on va pouvoir se rendre compte qu'on peut probablement enlever des choses sans que ce soit vraiment un sacrifice. Et c'est ça la priorité. Une fois qu'on a fait ça, on pourra déjà voir où on en est. Et peut-être qu'à ce moment-là, il faudra quand même des sacrifices, des vrais sacrifices. Mais il y a beaucoup de choses à faire si on questionne ces notions de besoin et de confort sans avoir nécessairement besoin de sacrifier. C'est vrai que les petits gestes sont les grands. Alors, les petits gestes sont des petits gestes, mais tous les petits gestes sont importants. Disons qu'il n'y a pas de grands gestes. Il n'y a pas une solution miracle. Si on avait une solution miracle, il n'y avait qu'un truc à faire et que tout le monde devait juste faire ce truc-là, on y serait peut-être déjà arrivé. C'est vraiment énormément de petits gestes et de petits éléments qui, ensemble, vont y parvenir. Et on l'a évoqué, il y a des domaines plus impactants que d'autres. Donc, transport, alimentation, habitat sont les 3 domaines clés. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut travailler que sur ceux-là, loin de là. Et puis, on a un peu tendance à regarder ça comme des petits gestes. Il n'y a pas de petits gestes quand on réfléchit en termes de carbone et de climat, mais le carbone et le climat, c'est jamais
qu'une vision d'une problématique beaucoup plus générale. Et parfois, ce qui est un petit geste pour l'empreinte carbone est en fait un geste important par ailleurs. L'exemple que je prends beaucoup, c'est le fait d'économiser l'eau. En fait, traiter l'eau, c'est pas un très gros impact carbone. Donc, c'est pas en économisant l'eau en elle-même que vous allez limiter fort votre empreinte carbone. Par contre, en soi, l'eau, c'est une denrée rare, précieuse, qui n'est pas nécessairement facile à reproduire, pas que pour les aspects carbone, mais pour d'autres aspects énergétiques, pour la disponibilité. Et donc, dans l'absolu, c'est vraiment un geste qui est important. Donc, les petits gestes sont soit tous des grands gestes, effectivement, soit il n'y a pas de grands gestes, c'est à voir comme on veut. Il y a des choses plus importantes que d'autres, mais il faudra dans tous les cas beaucoup de gestes. Mon but avec ce reportage est de déconstruire des stéréotypes que vous et moi aurions pu avoir sur le rôle des différentes générations sur l'écologie et comprendre qu'il n'y a pas de génération qui doit être plus ou moins engagée sur la cause, mais que c'est un travail collectif pour permettre aux prochaines générations de connaître la belle planète sur laquelle on vit.